Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast sur Elastic in Progress. J'ai toujours rêvé de commencer un épisode comme ça, comme les vieux intervieweurs, quand la jeunesse n'attend pas le succès. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi, je suis content d'être là, je l'écoute tout le temps et ça me fait plaisir d'être de l'autre côté. Là. Ouais, carrément, en tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir, surtout que, pour préciser à nos auditeurs, tu t'es déplacé jusqu'à Nantes pour venir faire le podcast. Depuis quand, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être en physique. En physique, ça change tout. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es, présenter un petit peu ton parcours, et puis après, on va creuser dans ton parcours, creuser dans Samdog, parler un peu de l'écosystème, avec plaisir. Et finir un petit peu sur des conseils entrepreneuriaux. Super. Je m'appelle Julien Lelandais, je suis étudiant en médecine, donc je suis en 6e année de médecine, je passe le concours à la fin de l'année. D'accord. J'ai un master de neurosciences aussi, que j'ai fait entre la 3e et la 4e année. Petite formation à HEC, plutôt analyse de société. En plus, en parallèle de... Pendant le Covid, on était tous confinés, et je bossais chez moi, donc j'en ai profité, tu vois. Et puis, d'où je viens d'une petite ville en Normandie qui s'appelle Bayeux. Quand je suis arrivé faire mes études sup à Caen, j'avais l'impression que c'était gigantesque, etc. 3 premières années de vie vie étudiante assez classique. Et puis... je sais pas, j'avais envie d'avancer, de chercher autre chose que d'apprendre, tu vois, aller un peu plus loin dans mon apprentissage. Et donc pendant mon Master 2, j'ai découvert la recherche publique, fondamentale, très fondamentale, tu vois, des essais... Le Master 2, il était en parallèle de la 4, de la 5e année? En fait, j'ai fait le Master 1 pendant la 3e année. D'accord. Et puis le Master 2, je fais 1 an de césure. Ah, t'as fait la césure, ok, d'accord. Donc, j'ai fait 6 mois de stage à faire des essais sur des souris pour des nouvelles molécules, des choses comme ça. Ok. Et puis, donc je me suis rendu compte que j'adorais découvrir des choses, mais que ça allait pas assez vite. Ok. Puis de fil en aiguille, j'ai un projet dont on va parler, et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on y va, alors j'y suis allé, quoi. J'ai lancé la boîte. Est-ce que, justement, pour revenir sur ce parcours entrepreneurial, est-ce que tu aurais pensé à entreprendre si tu n'avais pas fait cette césure? Non. Oui, ok. Parce que du coup, c'est un peu non. le constat que j'ai, c'est que quand tu es dans le moule des études de santé, tu penses pas à ça, ou c'est vraiment... Il y a ça, très, et puis il y a eu quelqu'un dans l'histoire qui s'appelle Denis Vivien, qui est un grand professeur de neurosciences à Caen, qui, en fait, pour pouvoir faire cette année de césure précocement dans le parcours, a monté un programme qui ressemble au programme de l'INSERM, peut-être que tu connais, ou je sais pas, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. En fait, c'est un programme qui permet aux étudiants en médecine de faire un parcours de biologie très précocement dans leurs études, quitte à faire une thèse entre la 3e et 4e année. Tu vois, 3 ans pas du tout ce dispositif. Donc il a reproduit un peu ce fonctionnement à Caen. Et pour rentrer, il fallait proposer un projet pour lequel tu avais budget limité, personnel illimité, tu faisais ce que tu voulais. Et donc j'ai présenté un projet de suivi facial sur pré-dépistage, dépistage et diagnostic d'Alzheimer. D'accord, donc ça c'était sur ce master, c'était... Ouais, c'est pour rentrer en fait dans le programme MD-PhD, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, à la fin, donc c'était un truc fictif, tu vois. Et puis à la fin, Denis me dit, écoute, et si on le faisait? Et si on achetait un iPhone et on allait essayer de suivre le visage? Et ça, je te parle de ça, on était fin 2017. Société immatriculée en fin 2019. Donc, il y a eu du temps. Il y a un petit peu de temps pour maturer tout ça. Le temps de faire l'époque, etc. quoi. Ah, c'est drôle qu'un professeur te fasse confiance, parce que du coup, là, t'as quel âge? 23, 24? Ouais, j'ai 23 là. 23, donc du coup, si c'était 2017, c'est-à-dire que t'avais 18-19 ans, et le prof, il te dit, ok, allons-y, pourquoi pas, quoi. En fait, je sais pas, comment expliquer il me décrit ça maintenant a posteriori, il aime bien les idées qui semblent débiles. D'accord. Parce qu'il dit que tout part d'une idée qui semble débile et qui, en fait, quand tu creuses, est méga pertinente. Donc lui, il a dû voir quelque chose que moi-même, je ne voyais pas à l'époque. C'était le potentiel de cette donnée chez le patient, en fait. Parce que du coup, avant de rentrer sur Samdog, j'aime bien toujours mettre un petit peu de suspense dans l'épisode. Mais du coup, ce projet-là, il colle un petit peu avec ce que tu fais chez Samdog. Complètement. C'est juste la cible patient qui est différente, mais l'idée est la même. Ouais. Ok, très très fort. Et autrement, du coup, pour revenir plutôt sur ton parcours classique, qu'est-ce qui t'a poussé vers la santé et vers les études de médecine? Alors, en terminale, je me suis dit... en gros, soit je voulais faire médecine, soit je voulais faire polytechnique. Parce que je trouvais que c'était suffisamment large pour pas s'ennuyer. Enfin, je pensais que c'était suffisamment large pour pas s'ennuyer. Et puis, j'ai pas du tout bossé mon dossier pour Polytechnique. J'ai pas du tout. Et puis, je me suis dit, les prépas, etc., c'était pas quelque chose qui allait
qui allait m'aller. Et bon, en fait, je suis arrivé en passé, c'était la même chose, hein, même quand c'était de travail. Donc, je me suis dit, bon. C'est un peu moins cadré, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, pourquoi la santé ? Parce que je pense que moi, mon objectif, c'est d'avoir un impact. Okay. Tu vois, j'ai envie d'avoir un impact sur quelque chose. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit ? Mon rêve, c'était d'être cuisinier bricoleur. Ok, complètement. Parce que du coup, j'allais dire, moi, tu vois, j'ai fait pharmacie parce que mon rêve, c'était de trouver le produit de l'immortalité. Donc, je me suis dit, il faut aller vers la santé, vers la science. Forcément, ça va m'emmener par là. Mais ok, complètement différent. En fait, alors, quand j'analyse, pas forcément, parce que cuisinier bricoleur, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire partager avec des gens ta cuisine, leur faire plaisir, leur faire du bien. Ok. Ce qu'aujourd'hui, tu fais en partageant ton expérience et ton apprentissage en les soignant. Et puis bricoleur, parce que tu es obligé d'aller bricoler, d'aller bidouiller des choses et essayer d'avancer. Tu vois. Ok. Et en fait, j'aurais retrouvé ce côté bricoleur dans les études d'ingé, pas forcément le côté bien-être, plaisir à l'autre. Ok, vraiment c'est intéressant. Et la grosse question qui se pose, forcément je la pose maintenant aussi. Donc aujourd'hui chez Samdoc, vous êtes combien ? 17, une vingtaine bientôt ? Ouais, on est bientôt une vingtaine. Ouais, on est 2 fondateurs, 15 collabs. D'accord. Et la grosse question, c'est est-ce que tu as pensé tout simplement à arrêter tes études pour te lancer à 200% Alors, même si tu es déjà à 200% dans Samdoc, parce que forcément ça doit... Depuis le J0, on me pose la question. Ça me donne pas, donc désolé si je la répète. Non, mais c'est normal parce que qu'on s'associe avec moi, qu'on soit un collaborateur dans l'entreprise ou un investisseur, c'est normal de se poser la question. Oui, carrément. Et en fait, ce que je réponds, c'est que déjà, c'est sûr. Enfin, il y a plusieurs arguments qui font qu'il ne faut pas arrêter. La première argument, c'est que je fais mon étude de marché en étant sur le terrain. Oui, clairement. C'est la meilleure étude de marché du monde. Et le deuxième argumentaire, c'est que quand je vais voir un client aujourd'hui, je ne vais pas le voir en tant que dirigeant de société. Je vais le voir en tant que confrère. Ok. Ouais, donc c'est un confrère. Ça place tout de suite le rapport de confiance. Ouais. Un jeune confrère, mais un confrère quand même, qui a utilisé une méthodologie scientifico-médicale pour arriver à un problème et essayer de le résoudre. Et l'équipe business chez Samdoc me dit qu'il y a vraiment une différence entre ta présence et ton absence dans l'école. Et pas par le fondateur, tu vois. C'est vraiment... Le côté médecin. Ouais. Moi, j'ai eu des professeurs à qui je pitchais le projet, qui en fin de call me disaient « T'oublies pas d'acheter mon bouquin pour le concours, un bouquin sur l'anesthésie réelle. » Enfin, complètement. Et ça met clairement un climat de confiance. Ok. Bon, on reviendra aussi un petit peu là-dessus parce que forcément, ça allait très très vite. Mais pour continuer donc, dans cette première partie, à mieux te connaître, si tu écoutes le podcast, tu t'attends peut-être à cette question, la question totem du podcast. Quel est ton aventurière, ou peut-être explorateur, exploratrice préférée qui t'inspire ou qui peut t'inspirer tous les jours? J'y ai réfléchi dans la voiture du coup, parce que j'ai écouté 2 épisodes en venant. Ok, trop bien. T'as écouté lesquels? Enfin, j'ai écouté l'équivalent de 2 épisodes. J'ai écouté... si je vais pas retrouver les noms là. C'était quand dans les récents? Ouais, dans les derniers là. Catherine Boule de Dans Carista. Les derniers, il y avait une spin-off de Capcode. J'ai écouté une bonne partie de Capcode. Il est trop bien, Adam Barky, ouais. Et alors, mon aventurier fétiche, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce que je suis très mauvais en histoire déjà. Ok. Mais ça peut être aussi un entrepreneur, une personnalité qui t'inspire. C'est vrai que je le dis souvent, je donne les exemples sur le podcast, mais on m'a évidemment cité des Elon Musk, on m'a cité aussi des fois des personnes, genre une petite vieille dame qui aide des orphelins, qui l'inspire dans sa vie. Ouais. Peut-être une personne comme ça. J'avoue que même moi, j'aurais du mal à répondre à la question simplement, mais s'il y a quelqu'un qui t'a motivé un peu. Quoi. Ouais, Monsieur Mazella, beaucoup dans son état d'esprit, dans sa vision de la chose, clairement. Et sinon, il y a Eric de Ledger, beaucoup. Alors, tu connais Ledger, peut-être? J'ai déjà entendu le nom, mais j'avoue que je ne les connais pas assez. Non. En gros, ils font ils font pas que ça, mais leur principal produit, c'est des clés pour protéger tes mots de passe pour tes cryptos. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me plaît derrière ça, c'est l'objet est sympa, c'est vrai, mais c'est surtout le modèle de se dire qui se positionne sur un marché qui est inexistant à l'époque, qui se met les contraintes de production de hardware, sécurisé. Enfin, c'est que hardware, on pourra en parler, mais c'est le défi, le niveau encore au-dessus de la difficulté. En fait, si tu veux, il dit ok, c'est quoi une boîte simple? Je vais faire l'opposé et je vais le faire vachement bien.
Tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est comme ça que tu t'es lancé, tu t'es dit, je vais prendre un truc qui paraît compliqué. On pourrait, parce que tu vois, il y a une techno qui s'appelle la photoplétismographie, qui à partir d'une vidéo ou d'une photo te permet d'aller chercher tout un tas de paramètres colorimétriques. Et tu as des sociétés comme iVirtual qui arrivent à avoir de super data, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, depuis une vidéo. Et on a vu plein de sociétés essayer de monter ça, et on s'est dit, si on part là-dedans, en fait, il y a déjà plein de concurrents. Donc on a pris une autre techno qui est absente du milieu médical, mais qui a d'autres valeurs, tu vois, qui permet d'aller chercher d'autres choses. Et donc on a les contraintes de hardware, parce que et donc on a plein de trucs, donc un peu à l'aérique, ouais. Ok, bah, trop bien. Et désolé, je pose un peu les questions comme ça à la suite, toujours pour bien comprendre le personnage. Qu'est-ce qui te passionne en général dans la vie ? Grosse question, là, c'est très philosophique presque. Ce qui me passionne, c'est... Alors, c'est marrant parce que je fais une boîte de tech, mais ce qui me passionne, c'est l'humain. C'est l'humain et sa capacité à s'auto-régénérer, quoi. Autant d'un point de vue mental que physique. Ça me passionne, et encore plus en ce moment, tu vois, je suis en pédopsychiatrie. Et vraiment, je creuse le conscient, l'inconscient. Alors, il y a des gros débats, on ne rentrera pas dedans, mais je creuse cette partie-là et cette capacité à se remettre en question, et à essayer de projeter ces modèles-là chez l'humain dans une boîte. D'accord. Réfléchir ta boîte comme un cerveau, avec chaque personne étant des neurones, et tu ne peux pas faire sans les neurones du marketing. Tu vois. D'accord. Tu ne peux pas. C'est pas que non, ça sert à rien. Non, en fait, tu peux pas. La spécificité, c'est peut-être que tu vas choisir tes neurones. Ouais, et à l'encontre, ils évoluent tout seuls. Ok. Tu vois, c'est plus difficile de faire apprendre à une société que de faire apprendre à ton cerveau. Donc je trouve ça intéressant. Et pourquoi j'aime bien la tech là-dedans, c'est que ça permet de décharger tout ce qui sert à rien, enfin tout ce qui est pas uniquement humain. D'accord. Tu vois, tout ce qui sert à rien, il faut le décharger sur la machine pour que nous, on continue à faire ces moments-là, tu vois. Des moments où on construit quelque chose. D'accord, ok. Ouais. Donc je pense que j'ai conceptualisé un petit peu ce que tu voulais dire. Ok, tu élimines tout ce que tu veux pas. Très intéressant que tu dises que tu sois en pédopsychiatrie actuellement. Donc, on ne l'a pas précisé à nos auditeurs, mais donc tu es en stage actuellement. En pédopsychiatrie, oui. Et comment tu équilibres ton temps entre SamDoc et du coup le stage, et sachant que ça va être encore plus intense avec l'internat qui va arriver derrière. Oui. En fait, déjà, moi, ce que je cherche, c'est des stages qui me permettent d'être flexible. D'accord. Donc, je vais chercher de l'expérience en stage quand j'en ai besoin. Je vais chercher du temps pour SamDoc quand j'en ai besoin. Et puis, je calibre comme ça. Et puis, l'internat, clairement, il faudra que j'ai un chef de service qui comprenne que c'est pas parce que je crée pas de valeur clinique à faire des consultations que je crée pas de valeur pour le service à innover. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Tu pourras utiliser SamDoc en gros, ça sera ta carotte, ton arme de négociation pour dire. Ouais, parce que aujourd'hui, moi j'ai des internes du CHU de Caen, du CHU de Caen, qui viennent me voir pour faire des thèses. D'accord. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux qu'il faut arrêter d'alimenter. Un étudiant, c'est pas fait que pour soigner, que pour être en stage. Ça peut aussi créer de la valeur pour les. Il faudrait plus de gens comme toi qui puissent intervenir surtout dans les études de santé, et en plus en province, parce qu'on est. Je trouve qu'on est. Je sais pas comment c'est du côté de Caen du coup. Ouais. On est un petit peu loin de l'innovation de ces sujets-là. Ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est long. Titre perso, je le dis souvent sur le podcast. Les mots innovation, etc., je ne les ai pas entendus avant que je fasse un M2 à Toulouse, parce qu'autrement, jamais on nous en parle. Alors pourtant, c'est ce qui fait la santé de demain. Alors, non, c'est vrai que dans le cursus médical classique, t'as pas. Oui. T'as pas mais tout comme t'as pas de compta, alors que la moitié de la promo va finir en libéral, tu vois. Oui, complètement. Non, mais c'est délirant. C'est vrai, c'est complètement vrai. T'as pas de juridique, alors qu'on peut se faire attaquer au pénal, au civil, en administratif. Il y a des gros manques, mais par contre, on va... Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que les enseignants commencent à se rendre compte de ça. Ok. Parce qu'eux-mêmes interagissent de plus en plus avec des boîtes, tu vois, c'est pas... C'est vrai que je suis plus dedans, donc... C'est pas le labo centré, quoi. J'ai plus ce recul, ça va faire 2 ans que j'ai terminé, donc c'est vrai que je sais pas s'il y a un changement d'état d'esprit là-dessus, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours long à bouger, et puis ça dépend aussi de l'écosystème qui est autour. C'est-à-dire que sur Nantes, nous, je sais qu'on n'avait pas un écosystème très développé forcément dans la science, dans la tech.
Donc forcément, tu as un pool d'intervenants qui est moindre, et donc c'est un cercle vicieux et un cercle vertueux quand tu es à Paris, quoi. Et justement, sur cet équilibre entre temps à l'hôpital, temps avec Samdoc, comment tu as fait tes négociations avec tes associés ? Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce qu'ils sont susceptibles de te reprocher de ne pas être à 200% dans mon premier associé, Thomas, il était interne en médecine, il est toujours d'ailleurs, donc tu vois, il a tout de suite compris. Et ensuite, donc Camille, notre CTO, et Aurélie, notre directrice générale aujourd'hui, qui étaient les deux associés juste après la création de la société. Les deux associés juste après la création. Au début, ils ont, comme tout le monde, douté en se disant, mais en fait, comment tu fais si tu es en stage de 9h à 18h pour piloter une boîte ? Et puis en fait, ils se sont rendus compte que quand on a envie, on peut être vachement flexible. Aujourd'hui, j'estime que j'arrive à libérer 50 heures semaine sur Samdoc, ce qui est des grosses semaines, je pense que ça te fait des grosses journées, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un... Je pense que des profils comme toi, c'est des profils un peu génie, je sais pas si c'est le terme, mais... Je sais pas. mais comme mon associé, quoi, des gars qui arrivent qui arrivent peut-être à limiter aussi leur temps de sommeil. Je sais pas quel est ton temps de sommeil. Ouais, je limite un peu. Combien de temps tu dors par... Je dors, ça va de 5 à 7. Ouais, quand vraiment, voilà, c'est de la triche. mais non, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre ce qu'est l'efficience. Tu vois. Okay. Jean de la Roche-Brochard a fait un super livre qui s'appelle Human Machine là-dessus, où il t'explique comment il faut être une machine tout le temps au travail pour retrouver des moments où tu es humain. Parce que quand j'ai lancé Samdoc, j'avais mes études, j'avais Samdoc, il fallait pousser, comme au début d'une boîte, tu connais en ce moment. Et je me suis dit, mais en fait, je voyais plus ma famille, je voyais plus ma nana, comment je fais, quoi. Ouais. Et là-dessus, son livre, d'ailleurs, si un jour il écoute, je le remercie, là-dessus, il m'a mis un déclic, j'ai divisé mon temps de travail par 2. Pour la même chose. Maintenant, je pense que je fais plus de choses en moins de temps. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est vrai que j'ai eu cette discussion déjà avec un ami, il est pareil que toi, il défonce tout pour se libérer des vrais temps, quoi. Et bon, je pense que moi, c'est encore des choses que j'ai à apprendre, c'est de bien réussir à diviser le temps de travail, du temps de repos et de vrai repos, quoi. Ah, faut tout couper. C'est ce que je dis à un pote, c'est que j'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, alors que pourtant, voilà, c'est pas bien, quoi, parce que du coup, à chaque fois, t'es dans un entre-deux, des fois, t'as des périodes où voilà, même si les autres ils sont pas trop dispo, t'es dans un entre-deux, et du coup tu n'es pas assez efficient tout simplement, et du coup tu te libères pas de vrai temps où tu coupes et t'es bien, quoi. Et puis tu peux faire en sorte de te mettre en retard aussi. Oui. C'est-à-dire que tu accumules du retard parce que tu fais une pause, et ensuite tu fais en une journée ce que tu aurais fait en 4-5 jours parce que c'est éparpillé. Oui, ça j'avais lu quelque chose comme ça, c'est que l'humain il a toujours tendance à exploiter 100% du temps qu'on lui donne. C'est ça. Exactement. Donc faut couper le temps, en fait. Faut couper le temps, ouais. Couper le temps que tu alloues. C'est une sacrée discipline. Moi, j'ai supprimé les réunions chez Samdoc. Ok, trop bien. Il n'y a pas de réunion. Ah, ça, c'est un super point qu'on peut discuter. Il n'y a pas de réunion. Interdiction au coup de fil. D'accord. C'est-à-dire que, fondamentalement, maintenant, on est en production dans des hôpitaux, mais avant, il n'y avait rien qui nécessitait d'être répondu dans l'heure, quoi. D'accord. Tu vois, donc, que la culture de l'écrit à fond, pas de réunion. Tu travailles quand tu veux. Okay. Tu as envie de travailler la nuit, tu travailles la nuit. Tu vois. Et alors, ça a été très dur pour tout le monde au début parce que c'est vachement déstructurant. Ah bah ouais, en fait, ils se sont rendus compte que maintenant, ils pètent des plombs quand on leur demande des réunions d'1 heure, quoi. Ok. Donc, ils arrivent, ils plient le truc en 10 minutes et ils se déconnectent, quoi. Tu vois, j'ai réussi à les faire évoluer là-dessus. Et j'ai vu, vraiment, on a un mood board. Donc, en fait, toutes les semaines, ils remplissent ce qu'ils ont fait. Et puis, à la fin, on pose des questions un peu sur leur mood perso. J'ai vraiment vu l'évolution entre avant, maintenant, où ils arrivent à faire beaucoup plus de choses et ils retrouvent des moments perso. Ils peuvent se prendre des après-midi pour grandir personnellement. Et en fait, quand ils reviennent, ils sont plus grands, tu vois. C'est hyper... c'est fort, quoi. Et... Qu'est-ce que je dis ? Est-ce qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que je dirais ? Comment tu te positionnes s'ils arrivent à faire leur travail en 20 heures et du coup, ils n'ont pas cette petite pression de se dire bon, normalement, je suis payé 35 heures, il faut que... Tu as réussi à insuffler cette confiance qui... Par plusieurs choses. Déjà parce que ils me voient rarement travailler. Chaque fois que je suis avec eux, je suis pas en train de bosser et pourtant, je fais plein de trucs. Donc, ils se sont dit, OK, il y a des moments de focus et des moments d'échange. Deuxièmement, on est passé au forfait jour. D'accord. En fait, il y a un nombre de jours où ils sont disponibles pour la société
et puis le résultat, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. On se met des objectifs. Tant qu'ils sont... en fait, c'est même pas... il faudrait que tu... Non, on les atteint. Ok. Tu vois, on se donne tout ce qu'il faut. Il y a des semaines où on fait 70 heures. D'accord. Il y a des semaines où on en fait 20. Parce que la charge de travail et l'objectif, c'est l'objectif. Tu vois. Et ça fonctionne comment? J'avoue que je ne connais pas du tout comment ça fonctionne, un forfait heure en contrat. Comment tu... En fait, un forfait jour, c'est juste, tu dis, en fait, sur l'année, tu travailles tant de jours. D'accord. Ok. Pour tant d'euros par jour, en gros, qu'on répartira de façon lissée sur 12 mois. D'accord. Tu as tant de jours de congé, tant de jours de ça, tant de jours de ça. Et ensuite, tu les répartis comme tu veux. D'accord. Ok. Voilà. C'est trop fort. Aussi simple, ouais. Ok. Wow, ça doit être assez dur à mettre en place, mais... Ce qui est dur, c'est de faire changer l'état d'esprit des gens. Oui. L'état d'esprit. Parce qu'au début de Samdoc, on a eu beaucoup de collabs qui avaient peu connu le monde du travail. Donc en fait... oui, tu as pris des équipes comme assez jeunes. Donc, terrain neuf, donc tu pouvais mettre toutes les idées que tu voulais. Ça, c'est pas Et puis par contre, quand tu fais venir des gens qui ont 5-10 ans d'autres boîtes, ils sont structurés. Alors ça leur fait du bien. Hein. Ils prennent... un petit temps j'ai d'adaptation. Une collaboratrice à laquelle je pense, elle se reconnaîtra. Je l'ai récupérée vraiment. C'était très compliqué dans sa vie. D'accord. Et puis cette liberté, cette capacité à avancer comme elle veut, sur ce qu'elle veut, mais dans l'intérêt de la société toujours. Oui. Maintenant, elle vient à Caen. Tu vois, elle habite à Strasbourg. Elle vient à Caen, à côté de nous, parce qu'elle adore le truc. L'ambiance, ok. Et remote ou physique? Alors, on a quelques remotes. On a 2 personnes à Rennes, juste à côté. Là. Perpignan, on a Israël, concurrent de Nantes. Et puis sinon, beaucoup Caen. Ouais. Strasbourg qui va devenir Caen. Donc, Strasbourg, ferme la filiale strasbourgeoise. Une question provocatrice qui me titille un petit peu. Je ne sais pas si tu la vois venir, mais au niveau justement de la crédibilité que tu peux avoir quand tu es jeune. Comment tu es perçu par tes collaborateurs, par les clients que tu vas voir? Et une troisième sous-question, est-ce que ça peut susciter de la jalousie à l'hôpital, par exemple? Alors, comment on est perçu par les collaborateurs? C'est au début, la réaction, c'est lui le président de la société. Okay. Ouais, c'est des trucs comme ça. Et puis ensuite, en discutant, si tu mets un bon niveau de jeu, de réflexion, si tu amènes des choses qui sont pertinentes, je trouve que l'âge s'efface assez vite. Les clients, moi je joue la carte de l'étudiant en médecine, volontaire, tu vois, très carte méritocratie. Tu vois. D'accord. Et puis, bien sûr, il faut avoir toujours pareil, un certain niveau de jeu, des bonnes références scientifiques, tu maîtrises ton business. Le mec, quand il rentre dans le dur, tu as du répondant. La jalousie à l'hôpital, s'il y en a, je ne l'aperçois pas. Ce que je perçois, c'est aussi une lueur d'espoir pour des internes qui, avec cette crise sanitaire, ont beaucoup souffert. Je suis passé en réa, ils ont beaucoup souffert. Et en fait, ça leur faisait du bien de voir qu'on pouvait le faire. Okay. Et peut-être que ça a déclenché des processus chez eux. Des vocations, quoi. Tu deviens un peu le rôle modèle sur ces thématiques-là. Ouais, comme, je sais pas, ce que je me dis, c'est Clément Gers à Bordeaux, c'est un peu le rôle modèle. Il est pareil comme toi, il y a des internes qui viennent le voir, machin, pour... c'est ce qui se passe. Alors Clément, avec plus d'ampleur aujourd'hui, parce qu'il est allé plus loin que nous pour l'instant sur le développement de sa société et donc de son image, mais j'ai l'impression qu'au moins, peut-être que, moi je te dis, s'il y a un interne qui rentre le soir et qui, au lieu de se mettre devant la télé, parce qu'il est complètement éclaté de sa journée, il peut se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire à côté ? Ça y est, j'ai gagné. J'ai gagné le message. Ok, c'est très fort. Bon, de toute façon, ma question, elle était biaisée parce que j'en suis convaincu. Je suis associé avec un gars qui a 19 ans et demi et qui est monstrueux, quoi. Il est capable de leader des équipes de 30 personnes. Il a déjà fait... Bon, je sais que l'âge n'a pas de valeur, mais c'est vrai que il y a encore sûrement des personnes qui sont assez conservatrices. Donc et puis, c'est un indicateur aussi. Est-ce que tu as envie de bosser avec des gens qui mettent de la valeur sur l'âge ? Oui. Tu vois, tu peux retourner le sujet comme ça. Je sais que j'ai évolué. Je pense qu'au début, quand j'ai commencé, forcément, tu as un petit peu cet a priori. Mais après, comme tu le vois aussi. Et puis maintenant, ce que je me dis, c'est que si la personne elle est jeune, qu'elle a réussi, bon, c'est que c'est loin d'être une andouille, quoi. C'est que la suite, elle promet, quoi. Petite dernière question pour finir sur toi. Je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur toi, désolé, mais... Non, mais c'est cool. Enfin. C'est trop bien, ouais. Comment tes parents te décriraient ? Alors, mes parents, ils disent tout le temps,
mes parents disent tout le temps que j'étais très chiant de 0 à 12. Ok. Un hyperactif. Ouais, toujours demander pourquoi. Ok. Toujours demander pourquoi. Et même encore aujourd'hui, hein, quand des collabs me disent mais non, faut faire ça. Bah pourquoi? Non, faut payer un baromètre de marché. Bah pourquoi on va le payer? Pourquoi on le fait pas nous-mêmes? Tu vois, si on paye des gens pour le faire, bah on va le faire direct. Okay. Donc toujours pourquoi. Au début, ils y croyaient pas. Même s'ils ont mis de l'argent dans Samdoc pour nous filer un coup de pouce avec Thomas, hein. Et les parents de Thomas aussi. En tout cas, les miens, ils y croyaient pas. Ils pensaient que c'était un projet, comme un énième projet, tu vois. Et c'est que très récemment qu'en fait, ils ont compris que l'écosystème faisait confiance, les investisseurs faisaient confiance, investissaient, et ça se développait. Et là, il y a eu une prise de conscience qui était assez intéressante du fils étudiant en médecine qui a un projet, à un fils chef d'entreprise qui est étudiant en médecine. Oui, bah, quand tu arrives, tu sais que ta boîte, on en discutait hier, qu'elle est valorisée, je ne sais plus combien, 6, 7 millions peut-être. Ouais, forcément, ça donne de la crédibilité. Je ne sais pas si tes parents étaient dans le milieu entrepreneurial. Alors mon père, alors non, parce que j'ai beaucoup appris de mes parents là-dessus. Mon papa, il a commencé en 3-8 chez Peugeot, tu vois, et puis il a mis 25 ans à arriver à un poste auquel il serait allé s'il avait travaillé à l'école, tu vois. D'accord. Donc j'ai beaucoup appris de ça et de mes jobs d'été chez McDo où en fait j'ai compris ce que c'était j'ai compris qu'il y avait plusieurs chemins et que c'était à moi de choisir celui que je voulais emprunter. Et ma mère, elle a une société de formation en sécurité, tu vois, incendie, risque électrique, chimique. Et en fait, je me suis inspiré de sa façon de voir les choses aussi, de voir la relation qu'elle avait avec ses collaborateurs, avec ses clients pour ça, mais avec 30 ans de moins. Okay. Donc en fait, on est rarement d'accord. Tu vois, je me suis inspiré de ce qu'elle a fait. Il y a deux visions de l'entrepreneuriat. C'est pas le même écosystème, pas le même. Je pense qu'il y a un petit peu. Je pense qu'il y a toujours quand même une petite fibre, une petite graine de l'entrepreneuriat, mais hyper intéressant. Et puis la dernière question là-dessus, est-ce que justement ta vision de l'entrepreneuriat, non, plutôt quelle était ta vision de l'entrepreneuriat avant que tu décides de te lancer à 100% sur Samdoc? Au début, moi, je pensais qu'être entrepreneur, c'était être un super-héros, tu vois. Je me suis dit, il faut... Moi, je te considère comme un super-héros. Bah, je sais pas, parce que je me suis dit, le mec, il part de zéro, de rien du tout, et il arrive à... Et en fait, tout ce qui découle de ça est de son résultat. Donc je me disais, c'était énorme, en fait. Quand je regardais Amazon, bah oui, tu prends Bezos... Forcément, surtout que c'était les seuls modèles à l'époque qui tu regardais, tu voyais Amazon, Facebook... Tu te dis, et en fait, maintenant, ce que je dirais, c'est que faut pousser très fort au début. Il faut donner une inertie de malade, c'est sûr. Mais l'écosystème est plus favorable quand je parlais avec des entrepreneurs qui ont commencé il y a 10 ans déjà. Je pense que la route est quand même beaucoup plus belle. Et puis, il faut garder un rythme. Okay. Donc en fait, je me suis dit, il y a certainement plein d'entrepreneurs qui meurent avant même d'exister. Parce qu'ils arrivent, ou parce qu'on n'arrive pas à leur expliquer qu'il faut garder un rythme. Okay. Et donc au fond, au début, je pensais que c'était un mec qui avait juste une idée de malade et qui allait pousser, qui avait poussé au début le truc, et ensuite les investisseurs ont mis plein de pognon et hop, c'était parti. Et en fait, aujourd'hui, je pense que moi, comment je décris l'entrepreneuriat, c'est des efforts tout le temps. Tout le temps, un peu d'efforts. C'est un grand sportif, en fait. Tout le temps. Sportif, est-ce que tu fais un petit peu de sport à côté J'en faisais. C'est le temps, une casque à sauter. C'est une casque à sauter. Mais je reprendrai. Ok, on demandera à Jules Kipling sur le podcast cette semaine. Il gamifie le sport en entreprise, donc peut-être qu'il peut vous vendre une solution qui va mettre tes collaborateurs et toi un peu plus au sport. On y arrive, presque 30 minutes de discussion, on n'a pas abordé Samdoc, donc je pense qu'au moins on a bien compris qui tu étais, c'est un super parcours. Est-ce que tu peux nous présenter Samdoc aujourd'hui? Et ce que je demande, c'est la première fois que je demande, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer avec aussi des exemples visuels? Je sais que c'est toujours plus facile pour les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont que l'audio. Ok, alors... je pense que la meilleure façon que tu comprennes et que tout le monde comprenne ce qu'est Samdoc, c'est que je t'explique comment on fait un examen clinique aujourd'hui chez un patient.
D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives à l'hôpital, on va venir te voir, on va te poser des questions, je pense que ou chez le médecin, et puis ensuite, on va te demander de te déshabiller, on va te regarder, on va t'écouter avec le stéthoscope, parfois on va te toucher pour voir un peu, et on va te percuter, ce qu'on appelle la percussion. On va venir taper, voir si ça résonne ou pas de façon spécifique. Et en fait, SamDoc essaye de numériser la partie inspection. C'est-à-dire que le médecin, quand il va regarder un patient, il va regarder sa forme, est-ce qu'elle est normale, comment il bouge, la couleur, tu vois. Et tout ça, c'est des signes et des symptômes qui t'ouvrent sur tout un tas de pathologies. Sauf que le médecin, aujourd'hui, il est 7 minutes par patient, 5 minutes dans le box. Et tu as des pathologies comme la douleur, c'est la première chose qu'on adresse, qui ont besoin d'être là, d'être suivies tout le temps. La douleur en réanimation, c'est fait avec un score papier qui regarde le visage, le corps et la respiration, qui regarde. Donc c'est un médecin qui arrive, il regarde la tête du patient et puis il note les expressions faciales. Ouais, il fait une cotation. Et de ça, il va modifier ou non son traitement. Et sauf qu'aujourd'hui, on va voir le patient pour ça toutes les 2 à 4 heures. Ok. Et t'as des gens à Grenoble et Bordeaux et Montpellier qui ont démontré que si tu vas le voir tout le temps, beaucoup plus régulièrement, tu diminues la mortalité de 65% à 16%. Ok. Et la durée moyenne de séjour sur une typologie spécifique de patients, mais la durée moyenne de séjour de 18 à 13. D'accord, parce que du coup, si on parle de mortalité, en gros, plus il souffre et plus il a de risque de mourir prochainement. En fait, c'est plus compliqué que ça sur Neva, qui est notre premier produit de suivi de douleur avec le visage et le corps du patient en réanimation. C'est qu'un patient qui n'est pas bien soulagé, il ne va pas se laisser ventiler, donc avoir de l'air par une machine dans ses poumons comme il faut. Et donc ça, c'est un facteur de surmortalité énorme. Donc en fait, la douleur, c'est pas la douleur le problème, c'est le résultat. Tu vois, c'est le résultat que tu viens mesurer, et en fonction de ce résultat, ça remonte toute la filière physiopathologique. Donc en fait, si je résume SamDoc, c'est une société qui va créer une nouvelle donnée. Cette donnée, elle s'appelle SMTS et elle permet de suivre le volume, la cinétique et la couleur d'un patient en 3D. D'accord. Juste le visage, du coup, pour représenter, vous mettez une caméra au-dessus de la tête du patient qui est en réanimation. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on fait le visage, on est en train de développer le corps. Et en fait, demain, tu pourras, chez ton médecin généraliste, chez toi, en cabine de télémédecine, on est en train de bosser dessus, ou à l'hôpital, équiper le lieu de suivi et venir scanner ton patient. Et aller chercher tout un tas de signes et symptômes. Dans le futur, là, ça vient de me faire pop dans la tête. Je sais pas si tu as vu le film Elysium. Ouais, c'est ça. Du coup, le gars, il rentre dans la cabine, il est scanné, et bim, il arrive à sortir exactement. Bon, après, il traite la cabine, le traite en direct. Bon, ça, c'est le futur après. Mais... Alors, je veux pas te spoiler. Je peux pas te spoiler, mais la suite de SamDoc, mais on est en train de faire, avec des partenaires, on va fournir la techno pour faire Elysium. Pour faire cette cabine. Où en fait, la cabine, elle est autonome, la personne, elle vient. Et elle se fait analyser. Et là, elle a le choix. Elle peut ne pas avoir besoin de voir un médecin. Et quand même voir quelque chose. Tu vois. Donc moi, je trouve ça incroyable. Bah oui, moi aussi, là, je suis là. Vraiment, j'ai les images du film dans la tête où je vois la fille qui rentre dans la cabine, qui se fait scanner, on lui dit t'as ça. Elle est traitée après, mais ça arrive. C'est dans quelques années. En gros, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et t'as une vision ou pas d'ailleurs ? Une vision. Une vision à long terme. Est-ce que justement, dans ta tête, tu as un rêve un peu justement de créer cette cabine qui diagnostique et qui soigne ? Alors, c'est pas SamDoc qui le fera. Pourquoi ? Parce que pour faire ça, il faudrait mélanger des IRM, des scanners, des échographes, de la robotique. C'est pas notre métier. Moi, mon cœur de métier chez SamDoc, c'est vraiment de créer une donnée qui n'existe pas, si ce n'est quand le médecin la crée en la créant manuellement. Donc moi, je vais la créer numériquement pour que demain... Tout comme tu suis l'hémoglobine de ton patient jour après jour pour voir comment il évolue, tu vas suivre son volume de jambes. Et tu vas dire, mais attends, ça va pas du tout, il a pris 30% depuis 2 jours, en fait il fait de l'œdème de malade et le Lasix que je lui prescris, ça va pas du tout. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément. Tu vois en fait la prise de sang du corps. Quoi. Et donc, en fait, soit on fait des DM où on représente 90% de la techno. D'accord. Parce qu'il n'y a besoin que de ces indicateurs-là pour aboutir à un diagnostic. Soit on vient fournir à d'autres acteurs cette donnée pour
qu'ils agrémentent leur diagnostic à eux. D'accord. Oui, complètement, parce que là, j'imagine, j'en ai parlé avec Sophie Cahen de Ganymede Robotique. Je ne sais pas si tu connais. Là, j'imaginais typiquement une application pour générer de la data intraopératoire où il y a la caméra SamDoc qui permet d'analyser en plus des yeux des chirurgiens en direct ce qui se passe. C'est ça. Et donc de rééquilibrer le bras robotique qui vient opérer. Alors, et même plus loin, c'est-à-dire que tu prends la chirurgie, super exemple. Eh bien, tu peux dire, OK, là, on est en train de travailler avec une boîte en robotique pour que tu aies des robots autonomes qui vont faire des rondes dans un service, en fait, et il va scanner le patient, récupérer tout un tas de paramètres. Et ça peut être quoi, les paramètres que nous, on récupère? C'est la rougeur autour de la plaie, autour de la cicatrice, le gonflement, la position antalgique avec la jambe qui commence à se mettre en rotation, etc. Ah ouais, c'est des choses que tu vois. Et en fait, moi, je t'envoie, toi, tu es chirurgien, tu es chez toi ou tu es au bloc. Je t'envoie une alerte en disant là, peut-être que ta prothèse de hanche, elle est infectée. C'est une infection précoce, il faut reprendre au bloc. Et toutes les minutes que tu peux gagner, c'est du sepsis en moins, quoi. Carrément. Mais je pense qu'on peut parler justement, là, c'est une partie que j'ai sur les défis de SamDoc. C'est que là, vous allez vraiment analyser. Vous analysez combien de paramètres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on analyse 3 paramètres. Le volume, le mouvement et la couleur. D'accord. Mais tout l'enjeu, c'est comment tu l'interprètes, ta méthodologie d'interprétation. Parce que le volume d'une jambe, tu peux dire, OK, la jambe, elle est dans le premier centile des humains, donc c'est une grosse jambe. Ou alors, tu analyses le ratio entre l'épaisseur de ton genou et l'épaisseur de ta cheville. D'accord. Tu vois? Ou alors, tu analyses le gonflement à l'arrière des malléoles. D'accord. Voilà. En fait, tu peux aller très très loin dans la méthode d'analyse. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as 3 paramètres, mais en fait, tu as une infinité de façons de les analyser. Ok, mais c'est pour ça justement je voulais t'emmener là-dessus. C'était de la difficulté. En gros, aujourd'hui, quand on fait travailler de l'intelligence artificielle sur des images, on a un truc donné, je sais pas, on va regarder le genou, on va mettre dans ton intelligence artificielle 10 000 photos de genou, tu vas regarder tous les trucs autour du genou, ce que tu peux voir. Et là, du coup, c'est que vous le faites pour le genou, la jambe, le corps, la tête, etc. Donc ça doit être un traitement. Et en fait, il faut avoir accès à ces banques d'images. Ça a été un vrai sujet chez SamDoc, c'est que, en gros, est-ce qu'on fait de l'IA? Et du coup, il faut beaucoup de données qui n'existent pas, parce que personne ne fait ça aujourd'hui. Enfin, à ma connaissance, personne ne récupère ces datas-là sur les patients. Donc ça coûte très cher, il faut peut-être les Chinois qui s'y mettent. Et puis c'est pareil, tu as aussi des différences de population, des différences morphologiques. Il faut taguer les données, donc soit tu le fais de façon éthique et ça te coûte 500 000 € en France, soit tu fais ça au Pakistan. Enfin, c'est d'autres débats. En gros, donc premier axe de tir, l'IA. Deuxième axe de tir, est-ce qu'on met pas nous-mêmes, est-ce qu'on ne fait pas un système expert où on fait un algorithme intelligent? C'est-à-dire qu'on vient coder l'expérience médicale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... J'ai besoin que tu me l'expliques un petit peu mieux. En fait, au lieu de dire, je ne sais pas comment détecter un œdème, mais par contre, je vais te montrer 10 000 œdèmes, 10 000 jambes normales, et l'IA, elle va trouver toute seule comment définir l'œdème. Soit moi, et Thomas est médecin, je suis bientôt médecin, donc on est capable de dire un œdème, mathématiquement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette zone-là qui va gonfler en rapport à cette zone-là, etc., etc. Donc c'est ça qu'on vient créer chez SamDoc. Puis ensuite, tu viens vérifier que tu trouves bien l'œdème, tu vois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des algorithmes mixtes? Ouais, en gros, c'est du mix. J'ai discuté avec David Comertin de Terraclion, et c'est ce qu'il m'expliquait, c'est qu'aujourd'hui, on a pu, justement, je ne maîtrise pas du tout la partie algorithmique, mais il m'expliquait qu'on peut avoir accès à ces données-là en ayant moins de données, quoi. C'est ça, et en fait, soit tu supervises pas du tout, soit tu supervises beaucoup, voire même tu fais de l'algorithmie avant que l'IA explose, tu fais de l'algorithmie, de la vraie algorithmie mathématique, où en fait c'est des polygones de volume, de couleur, et tu viens créer de l'intelligence, mais toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne, parce que sinon, on va mettre 10 ans à sortir un DM, parce que le temps d'acquérir les datas, c'est pas possible, quoi. Et ça, justement, au début, vous étiez 2 cofondateurs internes. Comment vous avez fait au début? Vous avez très vite internalisé la compétence tech. Comment ça s'est passé? Tout de suite. À J0, on a pris des stagiaires, dont un qui est resté, qui est notre directeur technique maintenant. Tu vois, c'est marrant. Et tout de suite, on a extrait des données de l'iPhone. On a traité ce qu'on pouvait traiter. On a rejoint une partie de la science qui sait déjà décrire le visage, mais qui n'avait pas du tout fait le pont techno pour pouvoir le faire en clinique, sur le terrain. Et puis, on a toujours fait de la tech en interne parce qu'on savait que c'était
la valeur de Samdoc, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, je t'ai posé la question, je t'ai demandé si ça, justement, c'était un défi, la techno, mais peut-être si je pose la question plus générale, quel était le plus gros défi auquel tu as fait face depuis le volume de la donnée. Okay. Le volume. Le volume dans sa contrainte de transfert réseau, dans sa contrainte de stockage. Pour une petite structure, stocker autant de téraoctets de données, c'est HDS, ça coûte cher. Et son retraitement derrière, en fait, tu te retrouves, si tu suis je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, quand on met 4 capteurs pour avoir un truc super précis sur un patient, on génère 12 gigas de l'heure. Ah oui. tu vois le truc. Là, un enregistrement ici, c'est 10 gigas pour 1h30 d'enregistrement. Et donc là, c'est un patient. Donc t'imagines si t'as 10 000 patients en cours. En plus, en parallèle, le serveur, ce qu'il prend en données d'entrée, quoi. Ouais, ok. Donc c'était notre plus gros challenge. Et puis maintenant qu'on l'a résolu. Comment vous l'avez résolu d'ailleurs ? Eh bien, on l'a résolu en créant nous-mêmes nos algos de compression. Okay. En ajustant la fréquence des caméras, plein de petites choses. Et le deuxième enjeu maintenant, c'est de venir créer une banque d'algorithmes. D'accord. Vraiment, tu vois, tu as le corps, et puis tu prends ton corps et tu as 500 méthodes pour l'analyser. Ok. Elles se font toutes en parallèle. Et à la fin, je te fais une prise de sang avec tous les indicateurs, le pourcentage. Et tu le vois évoluer dans le temps. Et en fait, c'est ce qui se passe quand moi je passe le concours. En fait, je vois pas le patient. Oui, c'est vrai que tu as le concours en plus cette année. Ouais, j'ai le concours. oui, j'ai le concours. Il paraît. non, mais en fait, tu vois, quand je suis devant ma copie le jour du concours, ou même aux entraînements, je vois pas le patient. Ouais, donc on me décrit comment il est. En fait, là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que tu pourrais presque ne plus voir le patient. Okay. Je vais te décrire comment évoluent ses jambes, comment évolue sa couleur, comment évolue tout ça. Et en fait, ça va te déclencher tes boîtes diagnostiques. Okay. Et aller dans les cadres nosologiques. Comme un excellent développeur qui arrive à visualiser ce qu'il est en train de faire derrière ses lignes de code. Quoi. Exactement. Ok, très très fort. Et oui, le concours, on n'y a pas parlé. Écoute, franchement, tu disais super-héros, mais là pour moi, c'est super-héros. Moi, j'ai une approche assez. Je suis pas d'accord avec ce bourrage de crâne. Ouais. Mais je m'en cache pas. Je suis pas d'accord avec ça. Surtout que la donnée, l'information, elle est accessible aujourd'hui. Donc, elle commence à être accessible. Ouais, moi, je vois je sais plus combien, j'ai 3000 lignes ou 2000 lignes de 2000 pages de traitement à apprendre. Et il y a Posos, en fait, ou Synapse. Oui. Donc je me dis, les gars, ça c'est bon, voilà. Donc j'ai une approche très. Je suis révolutionnaire. J'aimerais bien pouvoir faire une révolution sur ce secteur parce que le bourrage de crâne, je trouve ça n'a aucun sens. Tu vises quoi, du coup, au concours comme je prendrais pédiatrie ou pédopsychiatrie. Mais c'est hyper demandé, du coup, ça va te demander. Ça va, faut que je sois dans la première moitié, quoi. Ok. Ça va le faire. Mais ça, c'est pareil, tu vois, c'est des efforts tous les jours, en fait. Ouais. Tous les jours, tu travailles un peu. Et puis, alors, c'est pour ça que je suis content d'avoir monté une boîte en santé. C'est que quand je bosse un sujet, j'écris à mes collaborateurs pour dire, attendez, du coup, on fait comme ça sur le terrain, je l'ai vu en stage, je l'ai vu dans mes cours, du coup, hop, ça te fait une brique, tu vois. Ça condense, ok. Tu vois ce que je veux dire ? En parlant de briques, là, tu viens de parler justement que tu aimerais bien avoir une banque algorithmique avec une partie corps, partie genou, etc. C'est des sujets que je les aborde avec le peu de connaissances que j'ai, mais est-ce que c'est envisageable que vous développiez sur un modèle un peu AWS, comme Amazon, et que du coup, vous soyez emmené à vendre ces briques, à proposer ces briques en exploitation à droite à gauche. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Oh là, c'est fort. C'est-à-dire que... Vraiment, je suis très très fort. Tu fais tu fais des licences avec des... je sais pas si on peut appeler ça des packs. On a des demandes, par exemple, des gens qui sont spécialisés dans la neuro, qui vont dire, moi, je veux tout le spectre neuro. Donc, de l'anxiété au stress jusqu'à l'AVC. Qu'est-ce que tu es capable de me donner ? Donc, moi, je te donne les signes et les symptômes qui peuvent être en relation avec ça. Et toi, tu viens derrière agrémenter de tous tes autres capteurs que tu as ou toutes tes autres données, tu viens agrémenter. On a des demandes d'entrepôts de données de santé qui, eux, en fait, construisent des études ou vendent à des industries pharma de l'extraction de data et se rendent compte qu'ils ont des demandes sur ces datas-là et qu'on est les seuls à les générer. Tu vois ? Ok, très très fort. En plus, là, j'étais en train de penser pendant que tu parlais, le champ des possibles, il est un peu infini. Quoi. Ouais. Donc après, justement, ça pose la grosse question du focus, de savoir vers où aller et
comment te tenir à ta ligne directrice. Parce que tu as une secret sauce à nous donner là-dessus sur comment tu fais pour décider quel axe est le bon, enfin pas le bon, mais lequel axe te paraît le plus pertinent et comment te rester dessus et éviter de diverger. Est-ce que tu as une astuce ? Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de te dire, ok, c'est quoi, toi, ta valeur ajoutée sur le produit que tu vas développer. D'accord. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si on représente 80-90% de la valeur ajoutée, on va faire le DM, faire le réglementaire derrière et aller jusqu'au bout du processus. Si par contre, tu as des scores multi-paramétriques, par exemple, je sais pas, dépistage de l'autisme, ou le corporel, son comportement, ça va représenter 10% de ta décision de oui ou non, il a un trouble du spectre autistique. Bah là, on va venir en simili marque blanche, fournir de la data à des gens dont c'est le métier d'aller faire ça. Okay. Tu as des entreprises qui font du suivi de douleurs chroniques. Donc là, il n'y a pas que le corporel. Il y a tout ce qui rentre aussi derrière. Okay. Mais ouais, il y a le mental, il y a l'anxiété, il y a les moments de vie, il y a plein de trucs qui font que tu as mal ou pas. Okay. Par contre, ils ne savent pas faire de visage. Et vous savez faire le visage. Mais moi, je sais faire le visage. Okay. Donc en fait, je viens et je lui propose d'agrémenter ces algorithmes de ça. Tu vois, donc en fait, pour dire c'est quoi le focus c'est focus sur une banque d'algorithmes et ensuite, soit tu fais tes DM si tu représentes beaucoup de valeur, soit tu vas chercher des gens qui vont les faire. Ok, très clair. Est-ce qu'avec tout ce que tu as appris, tu es capable aujourd'hui de lire les émotions sur le visage de quelqu'un ? Ouais. Okay. Ouais, on est capable. Parce que j'étais en train de me dire ça on est capable. pendant que tu me parlais, et donc là j'étais. Même, est-ce que toi tu es capable de le faire toi, en perso ? Alors. Parce que je me suis dit, il est en train de me regarder, il est en train de m'analyser. Non, et c'est pour. Je pense que, tu vois, en y réfléchissant, je pense que c'est pour ça que je l'ai monté. C'est parce que j'ai une incapacité profonde à lire le langage corporel des gens. Okay. Moi, tu vois, tu me dis pas que tu vas pas bien. Je sais pas que tu vas pas bien. Ok. Ça, alors que bon, et Neva, je sais. Ok. Donc. C'est drôle ça, parce que c'est vrai que moi c'est un truc où je suis pas trop mauvais là-dessus. J'arrive à savoir quand les gens vont pas bien. Tu peux le détecter sur le rythme d'un message, sur. Et donc du coup, j'ai creusé le sujet, tu vois, pour me dire, mais en fait, il y a forcément des indicateurs. Bon, je suis plus sensible à ça qu'au début de la boîte, forcément. Ok. Mais je peux peux lire les émotions. Qui n'arrivent pas à lire les émotions. Mais en fait, il y a un côté Asperger chez moi là-dessus, c'est clair, clairement. Et donc, on sait le faire. Et pourquoi ça a un intérêt ? Ça a un intérêt dans tout le côté neuropsychiatrique de la médecine. Ok. Parce que, oui, clairement, oui. Tu vois, par exemple, on avait travaillé. Ça paraît tellement logique pour un diagnostic. Si au lieu de faire 10 séances de psychiatre, on a juste à te regarder pendant 10 minutes et puis savoir comment tu es, du coup, tu as un truc très précis. C'est ça. Tant que tu fais gagner, c'est incroyable. Ouais. En fait, il y a ça. Et on avait, par exemple, tu vois, on avait travaillé avec l'ARS Normandie et le professeur Sonia Dolphus sur essayer de détecter précocement les tentatives de suicide. Okay. Des gens qui se mettent à plus sourire autant. Ah oui, tu le détectes. Tu vois, et en fait, tu es capable de faire... Donc ça, c'est l'objectif à la fin, c'est d'être capable de faire remonter dans la liste de consultation les gens qui sont au plus de risque de faire une connerie, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément. Et en fait, d'être capable de les prendre en charge et juste de discuter, de dire j'ai l'impression que ça va pas en ce moment. Juste ça, et passer ce cap de c'est très dur et potentiellement le patient peut faire une grosse connerie. Quoi. Ok. Très fort. On vient de parler un petit peu des défis que vous avez eus. Donc là, tu nous as parlé de ces questions de stockage, de génération de la data, etc. La question qui vient ensuite, c'est quels sont les défis actuels ou à venir là ? Quel va être le défi que tu vas régler là, une fois qu'on a fini cette interview ? Quel est le prochain défi que tu dois régler ? Sur quoi je me mets sur mes mails en sortant ? Alors, il y a closer les clients qu'on a en cours. Okay. En cours de négociation. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, pour nous, pour démontrer nos verticales marchés, parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait 5 verticales marchés qui s'ouvraient avec la même data, le même produit. Okay. Et en fait, on commence à ouvrir les verticales et on a des devis en attente. Et bon. Pour aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire démontrer qu'il y a un vrai modèle de cette donnée. Et ce modèle-là, on va venir... faire x100 sur ce qu'on est capable d'acquérir comme client avec la levée de fonds. Donc, vous êtes en cours de levée de fonds actuellement ? Ouais, on est en cours. On va essayer de la closer fin d'année. Vous allez chercher combien si c'est pas indiscret ? On va chercher entre 10 et 15 millions. D'accord. L'objectif, c'est, maintenant qu'on a démontré les verticales marchés, on les accélère. Okay.
On les accélère, on vient générer de la donnée et en fait, on crée vraiment ce cercle vertueux pour tout le monde de dire il y a une nouvelle donnée qui intéresse les industriels, les entrepôts de données de santé, les startups qui n'ont pas envie, qui ont 25 paramètres. Le visage, ça représente un paramètre. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête à travailler toutes les problématiques que nous on a eues. Enfin, si quelqu'un l'a déjà fait. Les hôpitaux. Il y a plein d'acteurs qui sont intéressés par ça et démontrer l'écosystème dans lequel on navigue et les différents piliers qu'on a construits. Ok, j'allais te poser la question de savoir qu'est-ce que tu ferais avec 100 millions, mais bon, du coup, tu vas chercher déjà 10-15 millions. La question de la réponse est facile, c'est accélérer tout ce que vous êtes en train de faire, ou est-ce qu'il y a un truc que tu ferais en plus avec 100 millions ? Qu'est-ce que je fais avec 100 millions que je ne fais pas avec 10 ? Je pense qu'avec 100 millions, je fais une grosse soirée. Je fais déjà on fait une petite fête. Et puis après, je pense qu'au lieu de rester Europe-US dans un premier temps comme on le fait aujourd'hui. Vous êtes US aussi ? Ouais, on est en train d'ouvrir les États-Unis. Je pense qu'on va chercher l'Asie aussi tout de suite. On va chercher l'Asie et je pense qu'on pourrait essayer de développer un modèle beaucoup plus smartphone pour l'Afrique. Ok, tu vois. C'est vrai que pour l'Afrique, là-bas, il y a un potentiel énorme là-dessus parce que déjà qu'ils sont très forts, ils sont en avance sur nous sur l'utilisation du smartphone dans énormément de secteurs. Ils sont très intelligents, justement, le côté un peu débrouillard, ils sont en train de faire des choses qui... Donc je pense qu'on prendrait ces risques-là, qu'on ne prend pas aujourd'hui à d'abord consolider notre marché et faire au prochain tour, en fait. Parce que la question que tu me poses, c'est qu'est-ce que tu fais pas à ce tour-là, à celui d'après. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en parlant de l'Asie, est-ce que c'est quelque chose que tu as aujourd'hui sur la table? C'est-à-dire que tu vas aller chercher peut-être des investisseurs, des partenaires déjà asiatiques? J'en ai parlé avec Lucien Blondel de Quantum Surgical, et donc du coup ils ont au capital je crois que c'est un fonds de Taïwan, c'est pas totalement la Chine, mais ça leur permet de comprendre déjà le marché, quoi. Donc est-ce que dans ton tour de table tu vas faire en sorte d'aller trouver des partenaires déjà asiatiques, comme ça tu peux te positionner si c'est possible, ouais. Okay. Après on a quand même une approche différente entre l'approche européenne et l'approche asiatique sur certaines problématiques. Je suis encore très entre les US et l'Europe. Et donc, il faudra adapter le discours et peut-être adapter les enjeux pour eux, mais avec plaisir. Avec plaisir, et on fait partie d'un collectif qui s'appelle French Founders. D'accord. C'est que des dirigeants partout dans le monde, mais français, francophones. Et donc, j'essaie de contacter les francophones en Asie. En Asie, qui sont là-bas. Pour avoir une ouverture de réseau là-bas, ouais. Je pourrais t'envoyer le contact avec Lucien Blondel. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et finalement, est-ce que Samdoc, ça ressemble à ce que tu avais en tête? Je te l'ai déjà posé un petit peu tout à l'heure la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, 18 mars 2022, ça ressemble à ce que tu avais en tête quand vous avez posé les statuts en 2019? Non, en fait, là où Samdoc m'a surpris, c'est dans sa capacité à ne pas faire que du DM. D'accord. Tu vois, moi, en fait, quand on l'a monté, on s'est dit, OK, on va faire un DM pour ça, puis un DM pour ça. Et en fait, elle m'a surpris dans le sens où j'ai découvert que avant le DM, il y avait une étape nouvelle data que tu génères. D'accord. Et juste ça, c'est un produit. Juste ça, il y a plein de gens qui veulent l'acheter. Et tu n'as pas besoin des DM pour ça, quoi. En fait, ça dépend où tu le vends. D'accord. Parce qu'au final, plein de clients, donc plein d'endroits. Donc Arabie Saoudite, Canada, Union Européenne, évidemment, États-Unis. Ok, donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir cette certif-là. Okay. Et puis ça dépend ce que tu dis aussi. Si tu interprètes ou pas la donnée. C'est-à-dire que c'est pas un DM de dire que quelqu'un est stressé. Oui, c'est tout ce que tu as derrière, toute l'interprétation, tout le traitement, tout le... Ouais, donc en fait... oui, tu donnes la data brute et puis du coup... T'as plein de verticales, t'as plein de... C'est là où elle m'a surpris, c'est vraiment... Ok, ça, je savais pas du tout que vous étiez susceptible de vendre cette donnée. Évidemment, anonymisée, parce que ça, c'est... Alors ouais, ça c'était un challenge de malade. Le truc, je sais forcément que... Je le précise, parce que je sais que les invités, des fois, ils me demandent de le préciser a posteriori, pour que les auditeurs comprennent bien que oui, bien sûr, c'est bien une data anonymisée. Et on est encore dessus avec une entreprise qui s'appelle Octopies. Oui, ils sont sur Nantes, j'ai échangé. Et on travaille avec eux pour, alors c'est pas facile, hein, mais anonymiser un visage. Oui, eux, ils sont très forts. C'est quoi? C'est l'avatarisation. Ouais, en fait, là, on leur a donné un challenge.
on leur a donné le challenge de faire un avatar de visage qui bouge pareil que le patient, sans être le patient. Wow. Donc, donc grosso modo, c'est quoi? C'est une image, c'est un jeu vidéo, c'est une image. On cherche encore en fait. On cherche, c'est-à-dire que en fait, tu as deux options. Soit tu anonymises, si tu n'arrives pas à anonymiser, tu déclares à la CNIL la base de données, elle viendra vérifier que la base de données ne bouge pas, etc. Dans les deux cas, c'est sécurisé. Mais le mieux, moi, j'adorerais qu'on arrive à anonymiser. Donc en fait, c'est prendre des points d'un visage qui n'est pas le visage du patient, avoir des mouvements. Dis-moi si je suis bon ou pas, c'est que du coup, tu serais capable d'envoyer à tes clients une vidéo d'un avatar qui reproduise fidèlement ce que tu captes sur l'humain. Et tu n'es pas capable, avec cet avatar-là, de retrouver qui est qui. Ouais. Ça, par contre, c'est compliqué. Et ouais, en fait, c'est ça l'enjeu, parce que prendre un visage médian, tu vois, tu prends un masque, et tu lui poses des mouvements, tu peux le faire. Sauf que le mec, il bouge comme ça, le patient, il bouge comme ça, tu sais que c'est l'avatar du patient. Ah oui. Donc c'est là tout l'enjeu, c'est de conserver les mouvements. Est-ce que c'est possible? Mais pas vraiment. On a des bonnes pistes. On a des bonnes pistes, on a des beaux résultats déjà. Ok, parce que du coup, tu vois, là, quand tu me parlais de ça, je pensais tout de suite à la Chine, malheureusement, qui est capable de détecter qui tu es avec ta façon de marcher, etc. Ils analysent, etc. Donc, j'étais en train de me dire, oui, en effet, si ta posture, même si c'est un dessin qui bouge, techniquement... nous, on essaie de se battre contre ça. C'est-à-dire que tu bouges... parce que là, tu sors d'un truc, tu arrives à te dire... En fait, tu bouges suffisamment pour que moi, je puisse te dire si t'es douloureux, anxieux, etc. Mais t'enlèves le truc qui fait la spécificité de cette humain. Voilà, tu bouges pas assez comme l'autre pour savoir que c'est l'autre. Ah ouais. Et c'est un vrai enjeu technique. Mais là, tu vois, c'est un vrai enjeu technique. On va demander un sacré défi à Octopus. Il s'arrache les cheveux. Ils doivent être contents avec ça, quoi. Morgane chez Octopus, il s'arrache les cheveux. Je l'ai eu le début de semaine. Il dit putain, c'est pas possible. Ah ouais, parce que c'est. Mais en fait, je pense que faut conceptualiser complètement différemment, quoi. Ok, très fort. Rapidement, parce que tu me l'as dit, j'ai oublié de te poser la question. Donc, tu parlais des États-Unis. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un aux États-Unis pour Non, pas encore. On a une entreprise qui s'appelle Inouvo là-bas. C'est un Français qui s'est expatrié là-bas, qui a monté une boîte de conseil et qui a un gros réseau Health-Tech et qui nous ouvre les portes, qui nous fait comprendre les mœurs des US. Mais on va ouvrir une filiale dans les 6 mois qui viennent, on va envoyer quelqu'un. Ok, très clair. Allez, quelques petites questions sur l'écosystème. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas dans l'écosystème Health-Tech français particulièrement? Ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Plein de trucs qui me plaisent. Qu'est-ce qui me plaît le plus du coup? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Je pense que c'est le fait que ça... c'est générique, mais c'est le fait qu'on avance. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être dans un secteur qui stagne, qui est arrivé à un plafond. À un plafond. J'ai vraiment l'impression qu'on est au tout début de la montée. Tu vois, on n'a rien fait encore. Ce qui me déplaît, c'est la différence entre Paris et la province. Oui, c'est flagrant. Parce qu'en fait, déjà, je pense que SamDoc n'aurait jamais existé à Paris. Comment ça? Le problème, il n'est pas évident à comprendre. Oui. Tu vois, je te l'explique, mais je te l'explique. Ça fait 2 ans que je bosse dessus. C'est pour ça que tu le vulgarises pas mal, Ouais, ça fait 2 ans que je bosse dessus. Ça fait 2 ans que j'ai des preuves qui me permettent aujourd'hui de te dire que le marché en a besoin. À l'époque, il n'y a aucun médecin qui te dit « Moi, j'aurais besoin que tu fasses l'inspection à ma place. » Personne ne te dit ça. Parce qu'ils n'ont pas le besoin, ils n'y pensent pas. Parce que le premier jour de la 2e année de médecine, on t'apprend à le faire. Donc, c'est tellement ancré que personne va te... Tu vois, le besoin n'est pas exprimé, le marché n'est pas évident. Les clients sont tellement divers, enfin, tu vois, tu viens casser tous les codes que les incubateurs, que les investisseurs te donnent. Tu viens casser tout ça. Donc, dans des écosystèmes concurrentiels comme Paris, tu n'existes pas. D'accord. Tu lèves même pas 1 euro, c'est sûr. Ok, là, je repensais peut-être à l'inverse, parce que par contre, une fois que tu arrives à les convaincre, là, c'est... Alors, du coup, c'est pour ça qu'on est resté à Caen. C'est parce que on avait le temps de faire les choses. Déjà parce que les loyers et les salaires sont divisés par 3. Donc tu as 3 fois plus de temps. Tu vois? Ah oui, c'est bien calculé, ok. Tu vois? Et puis, donc on s'est laissé le temps de se prouver ça. Et maintenant qu'on a les preuves, là, on va accélérer avec des Parisiens. Ok. Bien sûr. Parce que pour l'instant, au capital, vous avez que des personnes, pour l'instant, des investisseurs de province on a que des investisseurs de province et on a la MACSF.
Je connais pas ce... C'est la plus grosse mutuelle des médecins de France. D'accord. Et qui est à Paris. Et en fait, c'est eux qui nous ouvrent Paris. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il faut qu'on avance avec des Parisiens maintenant? Parce qu'ils ont un niveau de jeu avec la compétitivité qui est énorme. Et nous, en tout cas, je pense aujourd'hui qu'on ne pouvait pas avoir ce niveau de jeu il y a 2 ans. Ça, c'est sûr. De par ma jeunesse, de par la complexité de plein de choses. Et maintenant qu'on se sent prêt, on va y aller. On va y aller et on a besoin d'eux parce que, pour le coup, ils sont capables de t'emmener très très loin. Okay. Tu vois, mais c'est plutôt sur les phases de démarrage. Je pense qu'il y a des projets qui meurent à Paris qui survivraient à Besançon. Oui, c'est vrai que tu as vu que tu as un petit peu moins de compétition, du coup tu as déjà plus de visibilité dans ton écosystème local par rapport à... Et puis les gens prennent plus de temps pour toi parce qu'il y a moins de projets. Ils ont discuté hier avec un responsable de Go Capital, d'ailleurs je crois qu'il vous connaît, sur Nantes. Ouais. Mais tu vois, il a pris le temps pendant 1h30 d'écouter notre pitch, de nous redonner des conseils pour pitcher, etc. J'ai pas vu beaucoup ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Je les comprends, je comprends tout à fait. Et donc si on pouvait ramener un peu d'air à Paris et un peu de capitaux, on peut dire. De capitaux et de niveau de jeu en province, si on pouvait mélanger les deux, je pense que ça ferait du bien. Ok. Et forcément, est-ce que une fois que vous aurez conclu votre levée de 15 millions, tu restes à Caen, tu bouges à Paris, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va garder le bureau Canet, c'est sûr. Ok. Je pense qu'on va faire un modèle à la Usain. Ouvrir, garder Caen, ouvrir Paris, et puis avoir des petites filiales dans plein de villes, quoi. Ok. C'est important, intéressant pour vous d'avoir des petites filiales à droite à gauche, sachant que vous allez justement partir peut-être sur les US, etc. Est-ce que c'est... En fait, je pense qu'il faut solidifier l'écosystème santé français, c'est quand même un des meilleurs au monde, tu vois. Et en fonction des verticales marchés qu'on adresse, les spécialistes, ils sont pas tous à Paris. C'est vrai aussi. Vrai, ouais. Donc si aujourd'hui, on a Damien qui est à Perpignan, il couvre tout le sud. Quand il y a besoin d'aller à Montpellier pour aller voir quelqu'un, c'est quand même chouette. Okay. Aller voir le professeur en personne, etc. Donc, je pense que c'est important d'avoir une belle couverture nationale parce qu'on est un beau pays en santé. Et ensuite, ça n'empêche pas d'aller voir grand avec, comme fait Clément en ce moment avec Synapse, à ouvrir, c'est un malade, à ouvrir des bureaux partout. Ouais. Et tu viens de parler justement là, tu prenais l'exemple de Perpignan, d'aller visiter, d'aller voir les professeurs directement sur place. Ouais. Je sais que c'est un gros sujet parce qu'on parle forcément, je pense que tu es le mieux placé pour le savoir, du temps disponible par ces personnes pour vous accueillir. Comment vous faites? Est-ce que pareil là-dessus, tu as une sauce secrète pour leur dégager du temps et puis avoir le temps de faire leur prospection? Ça, c'est des questions que j'ai rarement posées sur le podcast. Ouais, mais comment tu t'y prends pour avoir ce temps de prospecter, pour les convaincre aussi de t'écouter, tout simplement, bien sûr. de s'asseoir à une table avec toi et puis d'écouter ce que tu fais. On a une approche très... c'est pas universitaire le mot, c'est très sérieuse. Tu vois, on reçoit tous des mails promotionnels. Oui. On les lit jamais. On les lit jamais. Promotion, je fais hop, supprimer, je sélectionne tout, supprimer, quoi. Que là, déjà, on fait du personnalisé sur leur travail. D'accord. On a vu vous travailler sur tel sujet, nous on travaille sur tel sujet, je pense qu'il y a quelque chose à discuter. Et on n'essaye pas de vendre quelque chose. S'ils répondent, on passe pas tout de suite dans comment on marche, en fait. C'est quel problème, quelle étude on peut faire, on peut résoudre. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme amélioration. Et je pense je sais pas, il faudrait leur demander, mais j'ai l'impression qu'ils préfèrent ça parce que, au lieu de venir essayer de leur vendre un énième logiciel, on vient leur dire, voilà, on peut faire ça. Ça vous tente ou pas? Okay. Et c'est apprécié. Et puis, il y a toujours, je te disais, cet argumentaire de dire on est confrères. Ouais, justement, c'était la question sur laquelle j'allais t'emmener par rapport à ce que tu disais en début d'épisode. Tu disais que quand tes commerciaux, je ne sais pas si tu les appelles comme ça, ils faisaient des calls avec
avec tout simplement des futurs prospects. C'était pas la même chose que quand tu étais là ou tu n'étais pas là. Non, comment tu gères cette transition-là? Comment tu vas faire justement pour te détacher de ce rôle de représentant, de ce rôle de caution scientifique de ta boîte? Bah, en fait, déjà, les BizDev qu'on a chez Samdoc sont... Alors, la moitié de l'équipe est docteur en quelque chose. Okay. Pharmacie, biologie... voilà. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un niveau de jeu scientifique, médical dans la discussion qui est assez important. Et donc en fait, mon job pour me détacher de ça, c'est d'arriver à former l'équipe business sur la façon dont on se parle, nous, entre médecins à la cafette. D'accord. Okay. Avec parfois... Dr House, on est l'exemple extrême des mots crus, etc. En parlant de patients, c'est terrible, mais il faut qu'on parle le même langage que nos partenaires. Quand tu t'emmènes tes équipes avec toi à la cafette, de médecine. En fait, je leur parle comme je parle à mes co-externes. Tu leur fais pas faire un stage avec toi dans les services? Je les emmène dans les services parfois. Ouais, je les emmène avec l'autorisation des c'est trop bien, chefs de service, on y va. Et puis, je les sensibilise beaucoup sur le fait que d'une certaine manière, ils sont professionnels de santé. Là, on sort du séminaire. On était en séminaire mercredi, jeudi. D'accord. Et j'ai fini mon séminaire, pitch. Vous étiez tous ensemble. Et on travaille sur un truc. Okay. Et un truc structurel. Pas un sujet de business ou de dev. Un truc structurel pour la société. Et la dernière photo de mon pitch, c'était une photo d'un patient anonymisé qui avait notre dispositif au-dessus de lui. Okay. Pour dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la réanimation, c'est le service de la dernière chance. Si la réanimation ne peut pas sauver un patient, le patient n'a plus de chance. Okay. Voilà. C'est fini. Et vous êtes, ton logiciel, tout ce que tu as fait, c'est dans un service de ce niveau de jeu-là. Okay. Donc vous êtes professionnel de santé. Que vous le vouliez ou non, vous êtes une forme de professionnel de santé. Et tous ces petits trucs-là font qu'ils se sentent un peu... Pas médecin, mais ils se sentent soignants. Ils se sentent praticiens aussi à leur façon. Et donc, ça permet de ne plus avoir une approche business, frontale. Je vais te vendre mon truc, je vais te faire un devis, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes de trop grossir et donc de perdre cette culture d'entreprise? Ouais, clairement. Et on essaiera de mimer dans la croissance le fonctionnement de Medtronic. Okay. Qui faisait, j'imagine, des séminaires quand ils étaient 17, ils faisaient des séminaires à 17. Et aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers, mais ils continuent à faire 500 séminaires à 17. Tu vois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Ils reproduisent. Et puis, ils ont des personnes, du coup, des personnes qui étaient là presque dès le début, qui arrivent à transmettre. Et qui font par team, okay. Ils font par team des petits moments à eux. Alors, je pense qu'ils font des grosses réunions aussi avec toute la boîte ou certains secteurs pour emmener sur une vision commune, mais ouais, j'aimerais conserver. Et ça commence à arriver. Déjà, on n'est que 17. Hein. Tu commences à avoir des petits moments entre teams parce que il faut qu'ils se fassent confiance. C'est là que tu sais qu'il y a une vraie vie d'entreprise quand tu vois que tes personnes elles commencent à sortir à ensemble, se voir sans toi. Ouais. Sans toi, ça j'adore. On est parce que Samdoc a été fondé, on a immatriculé en novembre 2019. On s'est pris le Covid. Ok. Tu vois, directement. Ouais. En mars, tu vois. Donc en fait, on a été plus confinés que déconfinés. Okay. Donc on a dû construire une boîte numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on se voit là, ça fait du bien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on solidifie ce contact humain. En plus, ils sont de Perpignan à Strasbourg, quoi. Ouais. Tu vois. Donc faut qu'ils se voient. À un moment donné, faut qu'ils se voient. Faut qu'ils se voient pour que tout le temps où ils se voient pas, ils se comprennent quand même. Oui. Tu vois, ça change tout. Ouais, bien sûr. Ok, c'est fort. Et pareil, une question que j'ai jamais posée, c'est, je sais pas moi comment je le vivrais, si je le vivrais un jour ou pas, mais comment tu vis le moment où tu dois déléguer, le moment où tu dois plus être impliqué dans une décision, où il y a une personne qui le fait et sans que tu le saches, t'en es même presque pas conscience, elle prend des décisions de son côté, et c'est pas toi qui gères tout, quoi. Très mal. C'est-à-dire que je l'ai pris. C'est très honnête. Je l'ai pris très mal au début parce que j'avais l'impression que ça allait pas dans ma vision de la boîte, dans ma vision du truc. Et en fait, j'ai commencé à déléguer assez tôt, je dirais il y a 6 mois, à Aurélie sur des fonctions exécutives de haut niveau.
fonction financière, etc. Et puis, en fait, aujourd'hui, je pars du principe que s'ils prennent une mauvaise décision, c'est quand même de ma faute, parce que je leur transmets pas la bonne vision. D'accord. Tu vois, tu donnes une vision à des collaborateurs de ce que tu veux faire sur les 5 prochaines années. S'ils prennent des décisions qui sont pas... et qu'après discussion, la vision est validée par tout le monde, s'ils prennent des mauvaises décisions, c'est que soit tu as mal expliqué, soit tu as mal expliqué. Ok. Il n'y a pas de non, choix. c'est forcément de ta faute. Bon, après, tu as les collaborateurs qui veulent pas suivre le truc, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est plus des collaborateurs. À partir du moment où ils partent dans cette optique-là, mais ça n'a jamais été le cas chez Samdoc. Donc, c'est à moi, c'est à Thomas. On passe notre temps à se projeter et à essayer d'emmener les collaborateurs. Ok, on fait quoi dans 5 ans ? C'est quoi un hôpital dans 5 ans avec Samdoc partout ? SMTS sur tous les ordinateurs. Enfin, on essaye d'aller très loin. Et ensuite, quand on descend sur de l'opérationnel, on vérifie que opérationnellement, c'est cohérent avec ce qu'il faut faire. Mais vraiment, focus vision. Focus vision. C'est ce qui permet de garder la ligne directrice. Ouais. Et il y a quelques petites questions pour terminer. Une question facile et après une question plus difficile. Vas-y. Quelle est ta plus grande fierté avec Samdoc ? Ma plus grande fierté avec Samdoc, je pense que c'est le fait que je pense que si aujourd'hui en fait c'est le comportement des collaborateurs. C'est-à-dire que on est arrivé aujourd'hui à un moment donné où les règles du jeu, c'est bien-être et efficience. C'est ma plus grande fierté parce que c'était pas facile, même pour nous, d'arriver à vraiment définir ces termes-là et à les mettre en place. Est-ce que tu fais passer tous tes collaborateurs devant la caméra Samdoc pour détecter leur niveau d'anxiété, de dépression alors, pas que pour ça, mais ouais, on fait. Okay. Il y a même des collaborateurs qui travaillent avec le logiciel là parce qu'on est en train de faire calibrer quelque chose ou quoi que ce soit. Okay. Ouais. Pourquoi c'est ma plus grande fierté ? Parce que c'était dur à 19 ans au tout début de réussir à mettre déjà ça en place pour que le noyau soit protecteur. On a eu un collaborateur un jour, on a eu quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise, qui est vite reparti d'ailleurs, qui était à l'opposé de ça, qui manageait vraiment presse citron. Et là, j'ai vu, et c'est ça qui me rend le plus fier, c'est que tous les collaborateurs ont dit stop. Okay. Lui, il n'a rien à faire là. Okay. Il n'a rien à faire dans notre famille. Donc ça, c'est ce qui me rend le plus fier. Ouais. Okay. Et à partir de ça, je pense que tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, quand tu as cette confiance, quand les gens ils sont capables de le dire, qu'ils sont d'accord déjà sur des décisions comme ça qui sont aussi structurantes. Et donc je t'avais dit la question difficile. La plus dure. C'est ça, question la plus dure. Du coup, quel est le plus gros regret que tu as avec Samdoc ? Si tu en as un, si tu n'en as pas, bon. J'aime bien creuser quand même. Il y a forcément des petits regrets. Je regrette. Ah ouais, si. Tu vois, il y a quelques semaines, on a officialisé la prise de direction générale d'Aurélie. D'accord. Eudron. Et je regrette de ne pas l'avoir fait 12 mois plus tôt, en fait. Parce que on a vraiment une répartition des tâches, autant opérationnelle que d'un point de vue managérial. Entre moi qui suis plutôt sévère et bourrin, et Aurélie qui est à l'opposé, qui prend beaucoup plus le temps. Okay. Et c'est un équilibre incroyable. Et je pense qu'il aurait été encore plus structurant si on l'avait fait plus tôt. Okay. Et d'ailleurs, les investisseurs me demandent en ce moment, est-ce que tu es prêt à avoir un directeur général qui est plus payé que toi ? Alors je ne comprends pas pourquoi c'est important qu'il soit plus payé que moi. Tu vois. Okay. À ta place. Et ça me fait du bien de leur dire, mais c'est déjà le cas. Okay. C'est déjà le cas. Et parce que comme ça, moi, je me focus sur ce qui... Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, clairement. Ok. C'est une question que j'ai peut-être pas posée. Du coup, c'est quoi le rôle de ton cofondateur ? Alors, moi, en fait, si tu veux, ma spécialité, c'est vraiment le business. Je me suis spécialisé, j'aime ça, et puis je me suis spécialisé là-dedans. Et donc, toute la vision de qui est Samdoc sur son écosystème, qu'est-ce qu'on va amener à nos clients. Aurélie, c'est vraiment structurel. Comment on fait grandir l'entreprise. Et Thomas, c'est
médico-scientifique. C'est-à-dire, c'est quand je te dis ce panel d'algorithmes, c'est Thomas. D'accord. C'est Thomas qui prend un recul de je ne sais pas combien d'années-lumière sur sa pratique et qui dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout, il faut reprendre le truc à zéro. Et alors, j'ai trouvé un jour au bureau avec nos livres de sémiologie, des trucs qu'on apprend en 2e année à lire. Je dis mais qu'est-ce que tu me fais là et il me dit tu vas voir. Et j'ai vu en fait, il est reparti, il déconstruit tout son métier. Il reconstruit une autre vision. Tu vois. Wow. Et moi, je suis pas capable de faire ça parce que je le fais sur autre chose. C'est en fait comment on vendait en santé, comment moi j'ai envie de le faire. Et donc, on déconstruit chacun nos systèmes. Aurélie, elle déconstruit le management. Comment elle s'est faite pressuriser par des connards, je veux le dire. Comment elle n'a pas envie de pressuriser, mais pour autant d'aller plus vite que dans ses anciennes boîtes. Tu vois. Et voilà nos 3 rôles. Et Camille, lui, c'est la technique. C'est-à-dire que je vais lui amener un truc, on va faire ça, et elle va me dire, hop, on va faire ça. Tu vois. On va faire ça comme ça, direct, comme ça va être fait. Ça sera réglé, quoi. Ouais, c'est bon. Voilà. Trop lourd. Allez, encore 2-3 petites questions. Quel est le domaine sur lequel tu es en train de monter en compétences actuellement ? Alors, la négociation. C'est vrai que c'est un gros sujet. La négociation dans tous ses aspects, c'est-à-dire... alors, la négociation et l'anglais. Négociation dans tous ses aspects psychologiques. Donc, en 3-4 phrases, ciblées le profil de mon interlocuteur et comprendre ce dont il a vraiment besoin. Et ça se trouve, il a besoin de rien. Et l'anglais parce que les US, parce qu'on a un niveau misérable en France. Je pense qu'on doit être pareil. Et il faut que je mette les pieds dedans. C'était drôle, j'en discutais avec un autre médecin d'écosystème, Grégoire Pigné, de 360 Médic. Exactement, quand je posais la question, il m'a répondu la même chose. Il était en train de prendre des cours d'anglais. Donc c'est drôle de voir que des entrepreneurs comme ça, successful, en France, tellement le système était un peu mauvais sur l'anglais, on doit se remettre à l'anglais à notre âge. Il y a ça, et puis il y a Google Translate ou DeepL. Oui, c'est ça, c'est qu'on disait tout à l'heure, finalement, pour le coup, on a accès à l'information, on a accès à la possibilité de traduire, du coup, des fois, on fait peut-être un peu moins d'efforts. Mais un entrepreneur, c'est allergique à l'effort inutile. Donc, moi, je suis allergique sur Babel à apprendre des... Non. Même moi, c'est vrai que même quand je sais écrire mon mail en anglais, des fois, je vais le faire sur DeepL, c'est pas, puis je corrige 2-3 trucs parce que je vois qu'il y a un truc qui colle pas, et puis... C'est ça, donc c'est terrible. Et la négo, parce que jusqu'alors, j'ai négocié les levées de fonds, mais là, on rentre sur un autre niveau de négociation parce que... Oui, forcément, si on parle de 10-15 millions, c'est pas les mêmes investisseurs, c'est des personnes qui connaissent encore plus le game. Ça, et puis, encore les investisseurs, on en entend tellement parler que tu sais ce sur quoi il faut faire attention. Ce à quoi il faut faire attention, pardon. Par contre, les clients, quand tu signes des contrats de 3-5 ans avec une licence, un niveau de disponibilité de ta solution, des choses comme ça, on n'est pas sensibilisé forcément à l'impact que ça peut avoir sur une boîte et comment un client avec qui tu as mal fait un contrat peut couler une boîte parce que il te prend trop de temps, il te coûte trop cher, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment là-dessus que j'essaye d'avancer. Ok, très clair. Question très facile. Ça me fait marrer parce que des fois, j'introduis mes questions de la même façon d'un épisode à l'autre. Mais question pour terminer cet épisode, est-ce que tu as un conseil concret pour ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui entreprennent, quelque chose que tu aurais appris, que tu voudrais partager ? Il faut trouver quelqu'un quelqu'un qui a de l'impact, qui va être capable de te défendre, comme Denis l'a fait pour moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui vont faire l'épreuve très vite par eux-mêmes. Il y a des Zuckerberg, il y en a un tous les demi-siècles, quoi. Puis ils tombent sur une mine d'or, ils savent pas forcément qui sont dessus, et puis en fait, il y a des gens qui creusent avec lui, puis voilà. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui me font monter dans leur board pour les aider. Et ils me font monter dans leur board pour que j'essaie de représenter ce tiers de confiance, tu vois, qui vient amener du recul en disant c'est vrai que là-dessus et là-dessus pour l'instant il déconne, c'est complètement délirant. Par contre là,
Moi, je vois un vrai intérêt parce que c'est ça. Je pense que si tu trouves quelqu'un qui peut te mettre des tartes aussi, hein, quand tu fais n'importe quoi, qui va te dire non mais là tu pars complètement en vrille, ça va permettre à des entrepreneurs de ne pas laisser tomber parce que je pense que tu le sais, je le sais, tous les entrepreneurs qui vont nous écouter le savent. Quand tu entreprends, tout le monde te prend pour un taré au début. Personne ne comprend ce que tu fais, tu vois. Je pense que ça c'est je sais pas, peut-être ça se démocratise un petit peu quand même. Ouais, mais on est dans la Startup Nation, etc. Ça c'est... Oui et non. Je pense que ça se démocratise, les gens commencent à comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. Par contre, les mecs qui se comportent à la Musk à faire 20 heures au bureau, 4 heures à dormir sur un matelas au bureau, 20 heures au bureau, modèle, ils comprennent pas. Et parfois, tu as des entrepreneurs qui ont besoin de passer par là pour comprendre que c'est pas par là qu'il faut aller. Tu vois. Et je pense qu'il faut les aider à se structurer. C'est quand même des gens qui cherchent plein de trucs, qui se cherchent aussi en tant que personne. Comment est-ce que je vais faire pour diriger l'entreprise ? En gros, c'est vrai que se faire entourer, de se chercher, oui, c'est vrai que c'est... Se faire entourer. Entrepreneur, c'est un peu une thérapie, tu te cherches, oui, en effet. Tu cherches ta place dans ce monde. Et puis, mais c'est un milieu hostile. Il très bien en étant hostile, parce que tu prends des tartes très vite. Ouais. Et du coup, tu comprends très vite qu'en fait, tu n'es pas fait pour prendre ces tartes-là, ou alors tu es fait pour prendre ces tartes-là, etc. Ok. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose durant cet épisode ? Est-ce qu'il y a une question que... Ouais, on me demande tout le temps, comment je vois Sam Dog dans 10 ans, 20 ans. Ok, donc comment tu vois Sam Dog dans 10 ans, 20 ans ? Et pourquoi j'aime bien cette question ? Parce que, en fait, ça rejoint Elysium, ça rejoint tous ces sujets qu'on a abordés, c'est que tout le monde me dit « Ouais, tu vas la revendre ». Ouais, ton objectif, c'est de la revendre. On avait discuté en pré-appel, que tu disais, ton objectif, c'était pas de faire une boîte qui vaut une dizaine de millions, mais finalement, ça va y arriver quand même. Ouais, on y va. En fait, mon objectif, c'est absolument pas d'aller à la cotation en bourse. Okay. J'ai aucun intérêt à aller essayer de faire... Enfin, j'ai aucun intérêt. Si, il y a plein d'intérêts. Il y a plein d'intérêts à aller chercher des croissances exceptionnelles de boîtes. Et c'est pas pour ça que Sam Dog le fera pas. Mais moi, je le ferai pas. D'accord. Je le ferai pas parce que c'est des modèles d'entreprise qui me plaisent pas. Après, c'est ce que je te disais. Et en fait, c'est pour ça que la question m'intéresse, parce qu'elle n'a pas de réponse. Okay. Ce que je te disais, si l'entreprise continue à être comme ça, mais pas à 17 personnes, mais à 1700, bon, bah, ok, on va y aller. Tu vois. Donc, moi, tant que cette tech et ces produits sont sur le marché, que ce soit nous, que ce soit Philips, que ce soit n'importe qui ait fait l'acquisition ou qui a repris les produits ou quoi que ce soit, le fasse, ça me va. Ok, ça c'est fort parce que, je sais pas, moi c'est un sentiment intérieur, c'est que il y en a qui peuvent le dire, même moi aussi, des fois on peut le dire, mais le ressentir au fond de soi, c'est difficile. Je sais que moi, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire, quoi. Ouais. C'est qu'il y a toujours cette part d'ego de se dire, même si aujourd'hui j'ai rien fait, mais il y a cette part d'ego de se dire, j'ai envie que ce soit quand même moi qui le mette, même si c'est quelqu'un d'autre qui le met, tu vois. Et ça, c'est fort. Il y en a très peu des profils comme toi qui arrivent à être profondément sincères sur cette thématique-là. Je sais pas, ça se voit en fait. Moi, j'arrive à le ressentir. Je pense que c'est peut-être... En fait, je me suis dit... celui qui a inventé le stéthoscope, c'est Laennec. Okay. Qui a posé un bout de bois creux sur le dos d'un patient et s'est rendu compte qu'on entendait, et puis a découlé de ça le stéthoscope qu'on connaît aujourd'hui. En fait, Laennec, on ne le connaît pas parce qu'il a revendu son innovation 25 millions de dollars ou je sais pas quoi, tu vois. On le connaît parce qu'il a inventé un truc. C'est vrai. Bezos, on le connaît comme Amazon, et je pense que dans 2 siècles, on le connaîtra comme un ponte de la logistique. Parce que il a révolutionné tout ça, ouais. Je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir. Et en fait, tout le monde trouvera son compte. Les salariés, les associés, les investisseurs, les clients, tout le monde trouvera son compte si tu pousses dans ce sens-là. Si tu veux absolument la vendre, c'est la packager, optimiser le BE pour la vendre, ça n'a pas de sens. Ouais, complètement. Faut mieux faire un truc qui éclate les scores. Et
Et tout ce qui t'intéressait un peu plus, c'est presque la marque dans l'histoire que le chèque que tu pourrais avoir en revendant, quoi. En fait, je pense que si c'est l'ex-femme de Musk qui disait ça. Elle disait Elon, il a jamais comme objectif l'argent. C'est une conséquence de ce qu'il fait. Je pense que si on réfléchit comme ça et que les investisseurs sentent que toi, ton objectif, c'est de faire des belles choses et que les clients l'utilisent, ils savent que tu as la bonne recette. Il y en a d'autres qui avancent avec l'argent. Et c'est pas un problème parce que je pense que les investisseurs adorent les gens qui avancent avec l'argent parce qu'ils savent que financièrement ils vont tout faire pour que ça aille et puis moi aussi fondamentalement parce que si je veux que mon projet avance, je vais tout faire pour qu'il y ait de l'argent pour qu'il puisse avancer. Et je suis très clair avec eux. Je leur dis qu'on la revende maintenant dans une levée, dans 2 levées, c'est pas grave. Du moment qu'on va au bout du truc, du moment qu'on va au bout de ce qu'on peut faire et qu'on impose ça sur le marché, on aura gagné. Et tout le monde aura gagné dans l'histoire. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est l'épisode le plus long que j'ai fait sur le podcast. On est à 1h25. Vraiment un énorme merci, Julien. C'était un super épisode. Merci pour l'invitation. Top. Et au plaisir de suivre ce qui se passe. Et puis, on prendra de nouvelles dès que la levée de 15 millions sera conclue. Ça me fait plaisir. On fera un épisode à ce moment-là. Super. Quand ça sera. Promis. Une grande licorne. Je sais pas si tu aimes ce terme-là. Mais... Ouais, j'aime bien. Okay. J'aime bien. Alors, voilà. Le côté fantastique du truc. On se revoit à la licorne. À très bientôt. Au revoir.